Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau point lecture. En avril, j'ai lu 8 livres et sur ces lectures, j'ai lu un manga et une BD. Et disons que ça a toutes été de très bonnes lectures, donc c'est parti, je vais vous présenter tout cela. Ma première lecture du mois d'avril, ça a donc été Au cœur du paranormal de Jocelyn F. Keller aux éditions Screenio. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse et pour leur confiance. Et donc ici, en fait, nous sommes sur, je dirais, un recueil de nouvelles. Il y a 15 nouvelles paranormales à l'intérieur et on va dire qu'on va aborder différents sujets en lien avec le paranormal. Et qu'à chaque fois, l'auteur va nous expliquer le contexte dans lequel s'est déroulé le phénomène paranormal et ensuite faire quelques hypothèses pour nous expliquer eh bien, ce que ça aurait pu être réellement et ce que ça pourrait être version paranormale. Et après, libre à vous de décider ce que vous voulez croire ou ne pas croire. Donc voilà, ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 8 sur 10. Alors, c'est vrai que moi j'ai tout de suite été attirée par le côté paranormal car c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, le paranormal, tout en m'effrayant beaucoup, notamment les histoires de fantômes. Et voilà, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers ce livre en me disant que j'allais certainement avoir certaines histoires qui allaient me faire peur. Et donc je suis tombée sur des nouvelles qui sont vraiment très variées et qui abordent des thèmes totalement différents. On peut se retrouver avec des disparitions mystérieuses, des poltergeists, des vampires, des ovnis, et j'en passe. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont abordées à l'intérieur. Et pareil pour les récits, en fait, on en a qui se déroulent aussi bien en Afrique, en Amérique, qu'est-ce que je dis, en Amérique qu'en Europe, voire même certains en Asie. Donc c'est vrai que c'est aussi très varié au niveau géographique. Et comme je le disais, à chaque fois l'auteur il va poser l'histoire de manière claire et précise, et il y a des titres qui vont même être ajoutés pour permettre de structurer et de présenter les différents éléments de chaque nouvelle comme il se doit. Et après, comme je disais à la fin, pour terminer, on a des hypothèses qui sont émises concernant les éléments qui ont été énoncés pendant la nouvelle. Et aucun jugement n'est donné, mais c'est vraiment à nous de décider en fait ce que l'on veut croire. En fait, on nous laisse la liberté de choisir entre une interprétation plus paranormale ou plus rationnelle. Je dois dire que les explications qui sont données, il y a vraiment des choses intéressantes que je ne savais pas, notamment au niveau des poltergeists. Il y a un élément que l'on retrouve à peu près dans toute l'histoire de poltergeist et ça j'étais pas au courant. Et ouais, alors c'était vraiment très intéressant de lire ce roman pour ça en fait, parce que j'ai appris des éléments que je n'aurais pas pensé au niveau du paranormal ou de ce qui pouvait provoquer des éléments paranormaux. Et comme je le dis, dans les conclusions, vous allez retrouver des éléments vraiment intéressants et sur tous ces thèmes, et disons qu'il y a des choses qui sont vraiment bien menées et on voit que l'auteur, il s'est vraiment renseigné pour nous proposer chacune des nouvelles, déjà sur ce qui s'est réellement passé. Et après, pareil pour ses conclusions, on voit que c'est vraiment réfléchi, qu'il y a toujours une possibilité, quand même une possibilité, comme je disais, plus paranormale, mais aussi une possibilité qui relève plus du réel en fait. Et aussi pour donner cette impression que justement il s'est très bien renseigné toutes ces choses-là, on a toutes les sources qui sont mentionnées à la fin de chaque nouvelle et donc on peut facilement aller les consulter ou obtenir des informations sur les éléments qui ont été évoqués. Je sais pas, à un moment donné, un exemple tout bête, on nous parle de fantômes dans un monument historique très connu. Et à un moment donné, on va nous parler d'une photo qui a été prise à un moment donné. Ben, cette photo, je l'ai cherchée sur internet et je l'ai trouvée. Disons que rien que d'avoir ces éléments, ça fait encore plus flipper, je trouve, pour ma part, de voir justement, on nous parle de ce qui s'est passé là-bas, et on nous montre les... Et après, en vrai, on peut aller rechercher vraiment les éléments, ou bien par exemple, il y a une histoire avec une poupée, on nous raconte l'histoire de la poupée, après on nous dit qu'elle s'appelle, je sais plus son nom, cette poupée, là j'ai oublié, mais on nous dit comment elle s'appelle et on nous dit où elle est exposée actuellement, et c'est vrai qu'en allant sur le site du fameux musée, eh bien vous voyez la poupée, et on vous donne aussi sur le site des anecdotes de ce qui s'est passé avec la poupée, avec des visiteurs, et ouais, ça aussi je trouve ça très intéressant, et voilà, donc c'est ça qui est vraiment, on a toutes ces sources, et si on va aller plus loin, et faire aussi notre propre recherche, disons que c'est possible, s'il y a une nouvelle qui vous intéresse particulièrement, parce que c'est vrai que j'ai oublié de mentionner, je vous ai dit on parle d'OVNI, tout ça, mais il y a aussi une nouvelle en lien avec les vampires en Europe. Pas les vampires en Transylvanie, des vampires plutôt européens.
et qui aurait pu inspirer, ces légendes auraient pu inspirer justement Bram Stoker lorsqu'il a écrit Dracula. Je dois dire après que ces nouvelles m'ont vraiment intéressée et que certaines sont même parvenues à me faire frissonner, notamment comme je vous disais, celles parlant de fantômes. C'est surtout à ça que je réagis, mais vraiment celles-là elles m'ont fait frissonner et pour moi c'était pas possible on va dire de les lire de nuit car ça m'effrayait trop et après je savais très bien que j'allais pas dormir et c'était pas le but non plus. Alors j'ai juste enlevé un point parce que je dois dire que dans la dernière nouvelle qui nous est proposée, eh bien j'ai pas vraiment trouvé d'aspect paranormal en fait à celle-ci. Je peux comprendre pourquoi on la met là, mais pour moi ça relève pas vraiment du paranormal ce qui est décrit. On est plus dans une nouvelle qu'il faudrait classer dans la catégorie des décès non élucidés. Après c'est vraiment très effrayant ce que l'auteur nous décrit, mais c'est vrai que j'aurais préféré encore avoir une histoire de fantôme plutôt que cette histoire-là, et celle-ci la retrouver plutôt dans, comme je vous disais, dans des récits avec des décès non élucidés ou dont on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et voilà, c'est juste pour ça que j'enlève un point. Après sinon, comme je vous dis, c'est très bien écrit, c'est vraiment la plume est claire, précise, on nous pose les faits et après seulement on vient sur un peu plus de l'hypothétique. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et puis c'est toujours les récits, pendant qu'on nous les raconte, j'ai envie de dire, c'est vraiment très intéressant en fait. Et le fait d'avoir aussi ce chapitrage, on sait clairement de quoi on va parler, dans quel sujet on est. Et vraiment, ça permet de structurer les récits sans trop s'écarter à gauche à droite. Et après, et comme toutes les nouvelles sont construites de la même manière, au bout d'un moment, on s'y habitue et à chaque fois, comme notamment pour les poltergeists, parce qu'il y a eu quelques histoires à l'intérieur avec les poltergeists, je me demandais si justement on allait toujours nous donner la même hypothèse et effectivement c'est le cas. Et puis c'est pour ça que je vous disais qu'au niveau des poltergeists, j'ai appris des éléments qui font que il y a des phénomènes de poltergeist qui arrivent à certains endroits. Et ça, j'ai vraiment trouvé très intéressant parce que moi, j'en avais aucune idée, je n'en avais même jamais entendu parler. Donc vraiment, pour moi, ça a été intéressant. Je sais que l'auteur a écrit d'autres livres sur le paranormal. Et donc, je vais aussi essayer de les trouver et de les lire parce que franchement, ce récit, ça m'a beaucoup plu. Et pour ceux qui aiment le paranormal et avoir des histoires très variées, je pense que là, ça va vous plaire parce que je trouve que c'est vraiment intéressant tous les sujets qui sont abordés et après la manière dont l'auteur nous pose les hypothèses finales. J'ai également lu le dernier tome du dernier oracle, le tome 5, Les promesses de l'aube d'Enora Curtin en auto-édition. Voilà, je vous montre la couverture qui est juste sublime. Et pour faire un résumé du premier tome, pour ne pas vous spoiler celui-ci, on est à Erenia, c'est la fameuse cité des oracles. Et disons que dans cet univers, les oracles sont vénérés, car en fait vous pouvez aller consulter à tout moment un oracle pour qu'il vous donne des informations sur des visions plutôt sur votre futur. Et donc les oracles sont au nombre de 23, et lorsqu'un oracle décède, eh bien c'est la nature avec un grand N qui va sélectionner un nouvel oracle parmi les jeunes hommes de entre 15 et 18 ans. Là nous suivons Mara. Il y a un des oracles qui vient de décéder et donc son frère est pressenti pour devenir le nouvel oracle. Et pendant la cérémonie, disons que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Voilà ce que je peux vous dire au niveau du résumé. Comme vous en doutez, depuis le tome 1, il s'est passé beaucoup de choses, hein, parce que entre le tome 1 et le tome 5, il s'est quand même, on va dire, il y a quand même eu plusieurs tomes. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'éléments qui se sont passés pour Mara. Alors je ne peux pas tout vous révéler parce que le but n'étant pas de vous spoiler. Ce que je peux vous dire au niveau de ce tome, c'est que je lui ai mis la note de 8 sur 10. Et je dois aussi vous avertir qu'il y a plusieurs avertissements à l'intérieur. Donc au cas où je les mentionnerai sur le blog, dans ma chronique, tout au fond de la chronique, si vous voulez les lire, vous informer avant de vous lancer. Mais je pense que c'est important quand même de les connaître, parce que j'en ai quand même relevé plusieurs. Et disons que ici, voilà, c'était le dernier tome, alors j'avais hâte de découvrir comment cette histoire allait se terminer. Mais en même temps, je repoussais un peu sa lecture, car je sais que quand je l'aurais fini, eh bien, c'était fini avec cet univers, c'était fini avec ces personnages, et voilà, j'avais pas envie de les quitter non plus. Donc c'est pour ça que je pense que d'un côté j'avais hâte, mais de l'autre côté je freinais un peu ma lecture. Et donc, ce dernier tome, je l'ai trouvé captivant, car c'est un tome qui est entre voyage et rebondissement, je dirais.
Et on a une plume qui est toujours aussi fluide, immersive et surtout accessible. Ça se lit très vite quand on est vraiment pris dedans et on ne voit pas les pages passer. Et pour Mara, on va dire, elle va continuer son évolution tout en espérant trouver un endroit où elle se sentira à sa place. Et elle va aussi devoir faire face à des événements difficiles et à des complots dans ce récit. Dans ce tome, on a aussi des extraits de documents qui sont ajoutés à certains passages. Et je trouvais que c'était vraiment très intéressant car de lire ces extraits, en fait, ça nous permet de voir ce qu'il est en train d'arriver à d'autres endroits que l'on a déjà vus auparavant et où Mara ne se trouve pas à l'heure actuelle. On a aussi de nouveaux personnages secondaires qui font leur apparition. Alors, les personnages secondaires, je trouve, ils sont toujours aussi bien construits, toujours aussi intéressants. Et on a aussi, bien sûr, toujours nos personnages secondaires que nous suivons, ou plutôt qui suivent Mara, depuis le premier tome. Et eux, par contre, c'était un vrai plaisir aussi de les retrouver, tout comme Mara, et de voir ce qu'allait leur arriver au fil de ce tome. Le dénouement final, il est vraiment prenant et intense. Et vraiment, par moments, j'avais peur pour Mara, car étant donné tout ce qui y arrive, je me disais, mais mon Dieu, je ne sais pas comment ça va se terminer, je ne sais pas quelle fin l'autrice va nous proposer, mais vraiment, j'avais très peur et j'étais prise dedans, et voilà. Et quand je voyais en plus le nombre de pages qui nous restait, je me disais, mon Dieu, comment ça va se terminer. J'ai juste enlevé un point, car à la fin du livre, on a encore un petit épilogue, et ce que je trouve dommage, c'est en fait ce petit épilogue nous donne des informations sur ce qui est arrivé à certains personnages, mais quand on a suivi beaucoup de personnages, et notamment des personnages secondaires auxquels on s'est beaucoup attaché pendant 5 tomes, j'aurais apprécié avoir un épilogue un peu plus long, afin d'en savoir davantage sur ce qu'il arrivait à chacun d'entre eux, et de savoir comment ça se terminait pour eux, en fait, pour chacun. Et c'est juste ça que j'ai trouvé dommage, car c'est vrai que c'est une saga qui est quand même assez longue, même si elle est extrêmement prenante. Et là, comme ça se conclut, alors effectivement, on a une fin, voilà, mais c'est vrai que j'aurais pas été contre qu'on me rajoute 1 ou 2 chapitres d'épilogue pour vraiment me dire, bah voilà, ce qui arrive à lui, à lui, à lui. Et voilà, et ça, je trouve que c'est juste ça qui est un peu dommage, parce que vraiment, on s'est attaché à tous ces personnages secondaires, en tout cas tous ceux qui suivent Mara pendant tout ce temps. Et là, car juste ce petit épilogue, alors on sait, voilà, pour Mara, on sait. Mais pour les autres, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de détails à mettre sous la dent à ce niveau-là, et c'est juste ça que j'ai trouvé dommage. Sinon, voilà, ça reste une saga que j'ai adorée. Je me suis régalée, j'ai dévoré les 5 tomes, et si vous aimez tout ce qui est fantasy, avec de l'aventure, des péripéties, vraiment des rebondissements, mais allez-y, je pense que vous allez vous régaler, et comme je vous dis, on est avec une plume qui est très immersive, et franchement, je n'ai pas vu passer les différents tomes. Donc vraiment pour les 5 tomes, je dirais que là pareil pour celui-ci, hein, il fait plus de 440 pages. Je l'ai bouffé en un rien de temps et je voyais pas les pages défiler. Puis chaque fois que j'arrêtais, je me disais mais il faut que je le reprenne, il faut que je sache la suite. Donc vraiment c'est une saga prenante que je ne peux que vous recommander. Franchement j'ai adoré suivre Mara et voir son évolution au fil des tomes, ainsi que de voir tout ce qui allait lui arriver par la suite. J'ai également lu À faire peur, le tome 2, Le train de la mort, de Lilian Chabert, Drouin Farizella et Lorien aux éditions Soleil. Je vous mets la couverture ici, donc là c'est une BD. Et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Et donc ici nous sommes à Trouillansac. C'est une ville où il se passe beaucoup de phénomènes paranormaux. Et cette fois on va se concentrer sur ce qui se passe à la fête foraine de Trouillansac. Et là se trouve le fameux train de la mort, un train fantôme pas comme les autres. Et on va suivre Quentin et Julie, nos 2 protagonistes qui vont aller faire un tour dans ce train. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 8 sur 10. Alors c'est déjà une lecture jeunesse. Dès le départ on sent qu'on est dans une ambiance à la fois jeunesse et spooky, ce que j'ai vraiment apprécié. Et autre élément que j'ai vraiment apprécié qui m'a plu, et c'est pour ça aussi que j'ai demandé ce service presse, c'est l'ambiance de la fête foraine qui m'a vraiment beaucoup plu. Et cette ambiance d'abord que, voilà, entre rire, bons moments, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le fameux train de la mort. Nous suivons principalement Quentin et Julie, donc nos 2 frères et sœurs, mais disons que pour ce tour de manège, il y aura également d'autres personnages qui vont les accompagner. Et dans tout ce monde, on va dire que j'ai trouvé que les personnages étaient variés, et qu'il y a des personnages auxquels on s'attache plus facilement qu'à d'autres. Un autre personnage que j'ai vraiment apprécié, c'est le chauffeur du train, parce que disons que
on sait pas vraiment qui il est, mais j'ai apprécié son côté qui est à la fois effrayant et machiavélique, et tout ce qui va réserver aux occupants du train. L'attraction, on va dire, elle va forcer ses occupants à faire des choix qui sont vraiment cruciaux. Des fois on va jouer sur la trahison ou l'entraide, mais aussi on est toujours dans cette idée de doute, car on sait jamais si ce que l'on voit est une illusion ou vraiment si c'est la réalité. Et si c'est la réalité, j'ai envie de vous dire, ça fait peur. Et je dois dire que j'ai trouvé cette BD vraiment très intéressante, car même s'il y a ce côté jeunesse qui est adapté pour les jeunes lecteurs, un adulte verra cette histoire d'une autre manière, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, parce que moi, avec mon point de vue d'adulte, j'ai eu tout du long du tour de manège ces questions qui se sont bousculées dans ma tête en me disant, mais qu'est-ce que tu aurais fait à la place de nos protagonistes? Quelle décision tu aurais pris? Qu'est-ce que tu aurais fait? Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette histoire, c'est vraiment que effectivement les jeunes vont voir ce côté plutôt spooky, mais nous en tant qu'adultes, il y a cette réflexion qui arrive de se dire, mais qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Est-ce qu'on aurait agi comme eux, ou est-ce que voilà, comment est-ce qu'on aurait réagi? Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé très intéressant dans cette BD. Au niveau des illustrations, je vous mettrai des planches ici pour que vous puissiez voir. Je les ai trouvées vraiment belles, réalistes et détaillées, donc vraiment avec cet aspect qui fait très jeunesse. Et en plus, elles ont une colorisation qui est très vive et qui peut jouer aussi bien dans les tons clairs que dans les tons plus sombres. J'ai envie de vous dire, en fait, les teintes s'adaptent en fonction du niveau d'effroi. Si on est vraiment dans un niveau d'effroi intense, ça se reviendra beaucoup plus sombre qu'au départ où c'est que on commence le train et puis qu'on pense encore à c'est qu'une attraction comme les autres, et là on est encore sur des couleurs plus claires. Et surtout la première épreuve, vu comme elle est faite, c'est vraiment, je ne croirais pas dans un train fantôme, hein, je vous dis tout de suite, mais c'est que dès que les premiers éléments, on voit le changement de colorisation, de teinte en fait, de ton, et c'est ça que je trouve intéressant. Et à la fin du livre, c'est un autre élément qui est intéressant, c'est que en fait, comme je disais, c'est un tome 2. Alors, je vous dis franchement, ce tome 2, je pense qu'il peut être lu indépendamment du tome 1, parce que d'après ce que j'ai vu, à chaque fois on va suivre une histoire qui va se dérouler dans un autre lieu de Trouillansac, et à chaque fois on va rencontrer de nouveaux personnages. Donc apparemment avec le tome 1 et entre le tome 1 et le tome 2, il n'y a pas de lien. Après, à voir pour les suites. Si plus tard, tout d'un coup, il va y avoir un regroupement, tout ça, je ne sais, peux pas vous le dire, mais en tout cas pour le moment, le fait d'avoir lu le tome 2 sans avoir lu le tome 1, ça n'a pas... voilà, ça n'a pas eu d'incident, j'ai envie de dire, parce que là on rencontre vraiment des personnages, on a un nouveau lieu, de nouveaux personnages, on suit leur histoire et à la fin, l'histoire est terminée, j'ai envie de dire. Donc c'est aussi pour ça que je... Voilà. Et pourquoi je venais là-dessus? Ah oui, je venais là-dessus en fait pour vous dire déjà que oui, je pense que ça peut être lu de manière indépendante, mais aussi parce qu'à la fin de la BD, on voit, il y a 4 tomes qui sont déjà prévus. Les 2 premiers sont sortis, et sous les tomes, en fait, on a le degré d'effroi. Et c'est classé sur 4. Donc le premier tome, on est sur du 1 sur 4, je crois. Le tome là, avec le train fantôme, on est sur du 2 sur 4, donc moyen. Par contre, le prochain tome qui arrive, ce sera un tome avec un apiculteur, si mes souvenirs sont bons. Celui-là, il est à 4 sur 4. Alors je pense que niveau frisson, ça va y aller, et surtout... Alors, étant donné le niveau d'effroi qui est noté, je suis curieuse de découvrir ça et de voir comment on va faire pour que ce soit quand même accessible aux jeunes, tout en mettant quand même plus d'effroi que dans ce tome. Mais voilà, c'est juste ça que je trouvais intéressant, d'avoir mis ces niveaux d'effroi. Et puis le dernier tome, je crois que c'était quelque chose avec les loups-garous. Là, je crois qu'il est aussi à 2. Voilà, donc le pire arrive, j'ai envie de vous dire. Le 3 sera le pire pour le moment qui est annoncé. Et... Si je termine donc cet avis, j'ai enlevé un point, car en fait, malgré tout, on a un dénouement final qui est intéressant, voilà, j'ai bien aimé l'histoire, mais en fait, on va dire que le message qui est donné à la fin de la BD, je ne pense pas que de jeunes lecteurs comprennent le message final en fait. Même moi, en tant qu'adulte, il m'a fallu un moment pour vraiment le comprendre, et ouais, je pense que peut-être quelques planches en plus ou quelques éléments de plus m'auraient aidé à mieux comprendre tout ça, parce que même moi en tant qu'adulte, je vous dis, j'ai quand même dû réfléchir un petit coup. Alors je ne pense pas qu'un enfant, pour moi, je pense qu'un jeune va passer totalement à côté du message final. Je trouve que c'est dommage, parce que tout le reste est vraiment bien fait, et là à la fin, ben,
en fait que le jeu ne passe totalement à côté, c'est dommage, surtout que c'est une BD qui est plutôt destinée à la jeunesse, alors c'est ça que je trouve dommage. Et voilà, c'est pour ça que j'ai enlevé donc un point. Après je trouve que c'est une BD qui est vraiment intéressante. Moi qui aime l'ambiance fête foraine, je me suis régalée à ce niveau-là. J'ai apprécié découvrir l'ambiance du train de la mort et voir ce qui arrivait à nos personnages. Et je suis quand même curieuse de découvrir les autres BD qui sont dans la saga À faire peur. Là je sais qu'il y avait le premier tome, c'était avec un camping, je crois un camp de vacances, qui est disponible. Et je crois que le celui avec l'apiculteur, que je vous disais là, qui sera à 4 sur 4 niveau effroi, il sort en juin je crois. J'ai un doute, mais je crois que c'est juin. Et celui-ci alors franchement il me fait très envie et je vais essayer de me le procurer pour le lire rapidement quand il sera sorti. Mais en tout cas, si vous aimez quand même les BD jeunesse avec de belles illustrations, mais quand même ce côté spooky, et je pense que vous allez apprécier Le Train de la Mort. Et franchement c'est une belle découverte, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, donc c'est une BD que je trouve vraiment intéressante et une saga que je vais poursuivre. J'ai aussi lu le deuxième tome de Lettres d'enchantement, donc Impitoyable serment de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. Voilà, je vous montre la couverture qui est juste magnifique avec le sublime Jaspage. Et donc là, comme je vous disais dans le premier tome, on suit... alors, non, on va pas commencer par là, on va plutôt dire, nous sommes dans un univers où les dieux existent toujours, et les dieux sont en guerre, donc du coup, ils recrutent des soldats parmi la population humaine pour mener leur combat. Le frère d'Iris a été convoqué par l'un des dieux, il va se rendre sur le champ de bataille, et depuis qu'il est parti, donc la vie d'Iris est totalement chamboulée, notamment ça ne va pas très bien avec sa mère, et elle a été obligée de prendre un travail pour pouvoir subvenir tout simplement. Donc elle travaille comme chroniqueuse pour un journal, et disons que il y a une place qui va être mise en jeu où elle travaille, et disons qu'elle n'est pas la seule qui pourrait avoir ce poste. Et bien elle est en concurrence avec Roman Kitt, un personnage qu'elle n'apprécie pas du tout, et disons qu'ils vont se faire la guerre pour obtenir cette place. Iris, à côté de tout ça, elle a besoin de décompresser, donc le soir quand elle est chez elle, elle prend sa machine à écrire et elle écrit des lettres à son frère. Elle sait très bien qu'il ne les recevra jamais, et ensuite elle les range dans sa garde-robe. Sauf qu'un jour, elle va recevoir une réponse. La lettre lui dit clairement que ce n'est pas son frère, et elle va donc commencer une correspondance avec ce mystérieux personnage. Sauf que pour nous, le mystérieux personnage n'est pas trop un mystère, car en fait on sait que de l'autre côté, c'est son rival, Roman Kitt, qui reçoit les lettres et qui lui répond. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le premier tome. Et donc pour ce tome 2, en fait, il se passe 2 semaines après ce qu'il s'est passé dans le tome 1. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc le tome 1, si vous vous rappelez, ça avait été un coup de cœur. J'avais apprécié ma lecture, c'était vraiment incroyable. Ce tome 2, je lui ai mis la note de 8 sur 10 et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, dans ce tome, il y a différents avertissements qu'il vaut mieux savoir, au cas où soit vous les avez au début du livre, ou sinon ils seront mentionnés dans ma chronique, tout au fond de la chronique sur le blog. Et du coup, alors j'ai trouvé cette suite prenante, car elle permet d'en apprendre davantage sur les dieux d'abord, parce que c'est vrai que les dieux, dans le premier tome, ils sont abordés, mais très vaguement. Donc là, on en apprend vraiment plus sur les dieux, et également sur leur histoire et ce qui a mené à cette fameuse guerre, justement, qui nous préoccupe depuis le premier tome, j'ai envie de dire. Et là, en plus, voilà, on comprend aussi pour les raisons pourquoi les dieux se font la guerre, et aussi la méthode qu'utilise l'un des dieux avec ses soldats. Voilà tout ce que je peux vous dire. J'ai toujours autant apprécié le côté épistolaire, donc vraiment on reprend cette correspondance que j'avais déjà beaucoup aimé dans le premier tome, et là je trouve que les échanges sont tout simplement magnifiques et riches en émotions. En fait, les lettres sont très belles, c'est un plaisir de les lire, et vraiment je me suis régalée à chaque fois. Et disons que dans ces lettres aussi, nos correspondants, ils n'hésitent pas à écrire avec leur cœur en fait, et n'hésitent pas à se livrer dans leurs lettres, et c'est ça que j'ai trouvé très beau. La narration multiple permet également de suivre nos 2 protagonistes dans des endroits différents, et disons que c'est un plaisir de les accompagner, parce que vraiment je les trouve autant l'un que l'autre attachants, et disons qu'en même temps on a peur pour eux parce qu'on ne sait pas ce qu'il pourrait leur arriver selon où ils se trouvent et selon les dangers auxquels ils sont exposés.
Et donc pour le dénouement final, j'ai trouvé qu'il était à la fois riche en émotions et palpitant. Et je dois vous dire que mon petit cœur il a palpité plusieurs fois car j'ai vraiment eu peur pour nos personnages étant donné ce qui leur arrive. Et du coup pourquoi j'ai enlevé quelques points à ce tome? En fait tout simplement parce que j'ai trouvé que l'intrigue était moins comment dire, addictive que dans le premier tome, notamment à cause de certains passages qui m'ont semblé plus longs que dans le premier tome, ça me semblait plus fluide et j'étais vraiment prise dans l'histoire et là je me suis sentie un peu plus à l'écart, mais n'empêche que j'étais heureuse de savoir ce qu'elle arrive à nos deux protagonistes et d'avoir le fin mot de leur histoire parce que voilà, même si ce n'est pas vraiment la fin de la saga parce qu'il y a encore un préquel à lire, au moins j'ai terminé l'histoire de Iris et Roman. Et je suis heureuse, alors c'était une belle bricasse quand même, il fait plus de 500... Je crois qu'il fait 570, si mes souvenirs sont bons. C'est les remerciements... Ah non, je confonds. Il fait 520 pages. Voilà, donc c'était quand même une belle bricasse à lire. Après malheureusement, comme c'est un tome 2, je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. J'essaie vraiment de survoler les points principaux que j'avais à vous dire, pourquoi j'ai aimé et pourquoi je retire quelques points. Malgré tout, ça reste une très bonne lecture, hein, même si ça n'a pas été un coup de cœur comme le premier tome. Mais j'ai été heureuse de suivre à nouveau nos protagonistes. Ils vont faire de nouvelles rencontres. Ils vont se retrouver à nouveau, des fois sur le terrain ou des fois plus à l'écart. Et on va voir comment ça se déroule au niveau de la guerre. Et également au niveau, entre eux, quand ils échangent de leur correspondance aussi. Et comme je vous dis, c'est ma correspondance. Je pense que c'est ce qui m'a le plus plu dans cette lecture car les lettres sont vraiment magnifiques et c'est là que je me suis vraiment dit c'est magnifique, c'est rempli d'émotions et vraiment le fait qu'il se livre, vraiment qu'il s'ouvre, c'est ça que j'ai trouvé magnifique à travers ces lettres et qui m'a beaucoup plu. Après dans ce livre c'est vrai que le côté qui est aussi très intéressant c'est sur avec les dieux en fait, le fait de déjà rencontrer l'un des dieux et aussi de voir maintenant quelles tactiques ils ont envie de mettre en place pour essayer de gagner la guerre d'un côté. Et ça j'ai trouvé très intéressant et surtout de voir que voilà, les dieux en fait ils se sentent tout puissants et pour eux les humains c'est juste voilà, des sous-fifres envoyés voilà, combattre. Donc c'est ça aussi qui était intéressant de voir et que j'ai trouvé intéressant dans ce tour, même si comme je vous dis j'étais un peu moins comment dire, moins happé par l'histoire. Mais après, si vous aimez tout ce qui est, on va dire, ce qui a un côté un peu historique, mais avec de la fantasy, je pense que ça vous plaira. Et en plus, avec ce côté épistolaire, si vous aimez tout ce qui est un peu correspondance, toutes ces choses-là, ça ne peut que vous plaire. Et en plus, à côté de tout ça, on a une romance qui est très bien construite, très belle. Donc vraiment, ça vaut le détour. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, dans ce tome, un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le premier tome, on abordait aussi certaines créatures fantastiques qui existent dans cet univers, mais on les abordait en bref, que là, disons, on va avoir quelques passages où on va vraiment voir ce que c'est ces fameuses créatures, et ça m'a aussi bien plu de voir quels monstres on nous décrivait dans le tome 1, mais que l'on ne voyait pas spécialement. Mais voilà, pour moi, une très bonne lecture que je ne peux que vous recommander, et disons que, voilà, je suis contente d'avoir lu les deux tomes et je vais essayer de me procurer le préquel qui est toujours en lien avec cet univers. Et je crois que dans ce préquel, justement, on parle davantage des dieux, donc c'est ça qui me semble intéressant à découvrir également. J'ai lu également La place de l'autre d'Arthur Ténor aux éditions Scrinéo, donc je remercie encore la maison d'édition ainsi que Nedgali pour notre service presse et je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et disons que là, on suit Kevin. Kevin, il a commis une faute grave. Il est jugé et lors de son jugement, justement, on le met face à un choix ultime. Soit il est condamné, soit il accepte de participer à une expérience. Et disons que voilà, c'est une expérience scientifique, c'est un test, mais s'il participe, eh bien sa peine pourra être revue et justement il se pourrait bien qu'il ne soit pas condamné. Donc Kevin, il va accepter de participer à cette fameuse expérience et là on va voir ce qu'il va se passer. Donc ici j'ai mis la note de 8 sur 10 à cette lecture. Donc aussi dans ce livre il y a quelques avertissements, notamment comme vous pouvez vous en douter on parle de harcèlement scolaire. Pour les autres je vous les ai mentionnés sur mon blog au cas où ça vous intéresserait. Donc c'est vrai que cette lecture m'a tout de suite attirée par les thèmes en fait que l'on a retrouvés dans ce récit, notamment comme je disais le harcèlement scolaire qui est un thème fort que l'on sent tout de suite dès le résumé. Et comme je vous le disais, donc pendant son jugement, Kevin,
il n'hésite pas, il accepte de se lancer dans ce programme expérimental et il pense tout simplement que s'il accepte de faire un peu le cobaye, il va pouvoir diminuer sa peine, mais en fait il n'est pas prêt et il n'imagine surtout pas ce qu'il va vivre. Dans ce roman, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va prendre conscience de la manière dont on pourrait utiliser la VR et l'IA à des fins psychologiques justement pour l'humain. J'ai aussi trouvé que l'histoire et la plume étaient bien ciblées pour un public justement adolescent et justement ça reste une plume qui est accessible et fluide pour que ça parle aux jeunes justement pour que le récit justement puisse faire réfléchir. Comme vous pouvez vous en douter, la fameuse expérience va ramener Kevin dans son passé en changeant certains éléments. Et le but en fait de tout cela est tout simplement de lui faire prendre conscience de ses actes, mais aussi de montrer, plutôt de lui montrer, qu'il est possible d'évoluer pour ne pas les reproduire. Et ici on a aussi un dénouement final qui est tout simplement percutant et qui va par la suite nous montrer que les choix que fera Kevin après cette expérience. Et pourquoi j'ai enlevé un point, en fait que j'ai envie de vous dire, le récit il est vraiment assez bref. On commence l'histoire au jugement de Kevin et c'est vrai que je trouve que c'est dommage car vraiment on voit ce qu'a fait notre personnage mais on ne s'intéresse pas non plus à son passé et je pense que peut-être en ayant mis une base plus solide ça aurait permis de comprendre pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là et aussi de mieux, voilà, de plus le comprendre et aussi voilà, d'aborder davantage son passé. Je pense que ça aurait été intéressant également, c'est pour ça que j'ai enlevé un petit point, mais après ça reste une lecture vraiment très intéressante. Alors je peux pas vous en dire plus que ce que je vous ai dit parce que sinon ce serait vous spoiler et je pense qu'il est intéressant que vous découvriez ce qui va se passer dans le reste de cette expérience, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était une histoire vraiment intéressante et qui est faite pour nous faire réfléchir aussi et aussi le fait de voilà, de justement d'essayer de prendre conscience des éléments, je trouve que c'est très important et la manière dont c'est fait et surtout le fait d'utiliser la technologie d'aujourd'hui, je pense que ça parlera davantage aux jeunes et justement ça leur permettra aussi de prendre conscience des actes qu'ils font et de l'impact que ça peut avoir sur d'autres personnes tout simplement. J'ai également lu Titanic, la nuit qui changea tout de Peggy Boudville aux éditions Fleurus. Je remercie également la maison d'édition ainsi que NetGalley pour votre service presse et je vous mets donc la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et ici, donc nous sommes en 1912, le Titanic vient d'entamer sa traversée pour New York, sauf que dans la nuit du 14 au 15 avril survient le fameux drame. Et là, dans la panique du naufrage, on a Ernest et Juliette, deux enfants qui vont se lier, on va dire, en fait, pour essayer de venir en aide aux enfants qui sont perdus parmi toute cette agitation, j'ai envie de dire, et on va voir ce qu'ils vont mettre en œuvre pour tenter de survivre au naufrage. Donc ici, c'est un livre auquel j'ai mis la note de 9 sur 10, et franchement, je ne m'attendais pas à faire une telle découverte en me lançant dans cette lecture tout simplement. J'ai envie de vous dire, ce que j'apprécie dans cette histoire, c'est qu'elle est à la fois prenante et riche en émotions, car nous suivons des protagonistes qui au début ne se connaissent pas en fait. On les voit un peu chacun de leur côté évoluer, voir ce qu'il arrive avant qu'ils montent le Titanic, pendant leur embarquement et puis pendant le début de la traversée. Et on va également voir comment est-ce qu'ils vont se retrouver liés justement du fameux naufrage du Titanic. Et en plus, je trouve que c'est une plume qui est simple, accessible et détaillée. Et c'est là que c'est vraiment intéressant car on rend en fait cette tragédie, c'est abordable pour de jeunes ados et ça va justement leur permettre de découvrir ce qui s'est vraiment passé sur le Titanic et justement d'avoir un peu un récit historique avec de jeunes enfants et de voir comment est-ce qu'ils vont s'organiser en fait pour survivre. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien fait et que la plume est vraiment adaptée à ce public. Et disons que je me suis aussi rapidement attachée aux différents personnages, donc Ernest et Juliette, mais après tous les autres enfants qu'ils vont rencontrer sur le bateau et auxquels ils vont venir en aide. Et justement, j'ai apprécié cette idée d'entraide, que c'est pas non, on essaye de sauver et puis tant pis pour les autres. Non, non, il y a vraiment cette idée d'entraide, donc ils vont faire preuve lors de la catastrophe justement. Et aussi, j'ai beaucoup aimé la manière dont les plus âgés vont veiller sur les plus jeunes. Vraiment cette idée de, voilà, les plus âgés aident les plus petits. Et je dois dire que j'ai aussi appris des éléments intéressants sur le Titanic, notamment le fait que le Titanic avait deux bateaux jumeaux. Donc ça, c'est un truc que je ne savais pas. Mais j'ai également aussi appris des informations sur sa construction,
car il y a un passage qui se déroule justement pendant la construction du Titanic, mais également j'ai appris d'autres éléments sur son naufrage. Et disons que très rapidement, dès que le malheur arrive, j'ai senti que l'autrice, elle souhaitait rester fidèle aux événements qui se sont produits dans la réalité. Donc au niveau du naufrage, c'est vraiment, elle a voulu respecter ce qui s'est vraiment passé dans la réalité, tout en faisant évoluer ses personnages là-dedans. Donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et on retrouve donc à la fois aussi ce côté fictif, mais réel, avec le naufrage et ce qui s'est réellement passé. Et aussi, le côté réel, il a vraiment un impact, car même si nos personnages sont fictifs, ils vont rencontrer des personnages réels et qui ont vraiment voyagé sur le Titanic. Et donc, voilà, ces personnages, ils ont réellement existé. Et puis disons que c'est vraiment, moi je trouve que c'était impactant en fait de se dire, bah, ce personnage-là, que nos personnages ont rencontré à tel moment, et bien lui c'est vraiment quelqu'un qui a survécu ou qui était sur le Titanic au moment où il a sombré. Donc c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, d'avoir cette notion entre réalité et fictif. Et justement pour bien nous prouver qu'il y a du réel et du fictif dans son récit, à la fin l'autrice met un message où elle nous explique quel personnage était bien réel, qu'elle a représenté dans le récit, et même pour certains personnages que l'on suit, de quelle histoire elle s'est inspirée, mais qui est tirée de la réalité de ce qui s'est passé sur le Titanic. Et également à la fin du récit, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on nous met des photos qui nous permettent de mieux imaginer les éléments qui sont décrits à travers l'intrigue. Donc notamment on a une photo du Titanic ou une photo, je crois, dans l'atelier ou pendant la construction du Titanic. Donc vraiment, je trouve que c'est très intéressant et ça permet de nous imaginer vraiment à quoi ressemblait le paquebot. Et ensuite d'autres éléments que l'on mentionne dans le récit. Et disons que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que effectivement la catastrophe prend une place importante dans l'histoire, mais le récit ne s'arrête pas là. On va effectivement vivre la catastrophe, le naufrage du Titanic, mais on va aussi découvrir ce qui se passe après, notamment quand les survivants arrivent à New York, ce qu'il se passe, et aussi par la suite la manière dont ils vont devoir se reconstruire, je vais réussir à parler, suite à cette catastrophe. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié le dénouement final parce qu'il nous permet de retrouver notre petit groupe d'enfants et d'en suivre aussi l'évolution et surtout de constater à quel point le naufrage les a marqués. Donc pour moi je dirais que c'est un récit que j'ai trouvé vraiment intéressant. Certes il se passe quelque chose d'horrible, on revit le naufrage du Titanic comme si on y était, parce que vraiment tous les éléments que l'autrice a essayé de nous transmettre pendant le naufrage, c'est vraiment ce qui s'est déroulé sur le bateau dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Et ensuite, j'ai trouvé que vraiment c'était intéressant de suivre nos protagonistes sur ce qu'il arrive ensuite, comment est-ce qu'ils arrivent à New York, comment ça se passe pour eux, et aussi de voir qu'effectivement, même si c'était des enfants, ça les a tous marqués en fait ce qui s'est passé. Et aussi c'est intéressant de les retrouver plus tard et de voir comment ils se reconstruisent gentiment, qu'est-ce qu'ils font à New York, parce que effectivement certains étaient avec leur famille et certains ont tout perdu aussi. Donc comment est-ce qu'on se reconstruit après ça, alors qu'on pensait partir pour une nouvelle vie tous ensemble, et que voilà, comment est-ce qu'on se reconstruit après tout ça. Donc j'ai vraiment trouvé très intéressant cette histoire. Surtout aussi j'ai trouvé très intéressant les notes qui sont données à la fin, c'est qu'on voit les personnages qui ont réellement existé, et justement on a des petites anecdotes sur ça, donc j'ai trouvé ça vraiment, comme je vous dis, c'est fidèle à la réalité, donc c'est ça qui est intéressant. Et après pareil, comme je vous dis, c'est un, comment dire, le naufrage du Titanic c'est quelque chose qui m'intéresse, même si c'est une catastrophe. Je trouve que c'est intéressant de... Voilà, c'est un fait qui nous... Voilà, c'est une catastrophe qui nous a marqué, que même si nous on ne l'a pas vécu, moi à chaque fois qu'on parle du Titanic, ça m'intéresse de savoir exactement ce qui s'est passé, et de savoir, aussi on sait très bien que tout n'a pas été mis en place pour sauver tout le monde qu'on aurait pu sauver à bord en fait. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup quand on parle de Titanic. Et là d'avoir un récit qui parlait de Titanic, alors c'est par ça que j'ai été attirée d'abord, et ce que j'ai trouvé à l'intérieur franchement était très bien, parce que comme je disais il y avait cette notion d'entraide entre les enfants, tout ça, et aussi de faire, comment dire, pour les jeunes, d'avoir cette notion, c'est qu'on voit le naufrage à travers les yeux d'enfants, voire de jeunes ados. Je trouve que c'est très intéressant,
Et je trouve que vraiment ce récit, il parle et que tous les jeunes, en fait, ça leur peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être moins parlant pour eux, le naufrage du Titanic, et ben, à travers ce livre, ça permettra de le découvrir et aussi de voir que ce qu'ont vécu les gens qui sont sortis de cette catastrophe et après de voir comment on a dû se reconstruire après tout ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est un récit qu'il faut lire, car je trouve que c'est très important de revenir sur cet élément et aussi comme je vous dis, vous allez pouvoir en apprendre bien davantage et je trouve que c'est vraiment un très bon récit et qu'il faut le découvrir tout simplement. Et niveau manga, j'ai également lu le 5e tome de Aria the Masterpiece de Kozue Amano aux éditions Ki-un. Voilà, je montre la couverture qui est juste sublime, vraiment. J'adore les dessins, c'est très beau. Et là, pour vous faire un résumé en fait de ce qui se passe dans le tome 1, on suit Akari qui arrive sur Neo Venise. En fait, c'est la planète Mars qui a été terraformée tout en se basant sur le modèle en fait de la ville de Venise sur Terre. Et donc Akari, elle s'est fait embaucher dans la société Aria. Et son rêve, c'est de devenir ondine. Les ondines, ce sont des pilotes de gondole. Et donc, elle va commencer un apprentissage dans la société et disons qu'elle va aussi découvrir toutes les particularités de Neo Venise, petit à petit, et se faire également des amis. Donc voilà tout ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est un shonen qui est vraiment tout doudou, qui est très beau. Et à chaque fois, je me régale. Et ça n'a pas manqué avec ce tome, car je lui ai mis la note de 9 sur 10. Franchement, ça a été un vrai moment, un vrai régal pour les yeux. Et ça aborde toujours des thèmes qui sont vraiment intéressants, des histoires toutes douces. Cocooning, j'ai envie de dire, et c'est toujours un plaisir de retrouver nos personnages. Donc voilà, comme je vous disais, pour moi, c'est toujours un manga très sympathique. Cocooning, et j'ai toujours hâte de m'y replonger. Et là, disons que j'en avais peut-être un peu besoin entre toutes les lectures que j'avais faites qui étaient peut-être un peu plus dures et aussi peut-être avec le moral qui était pas au top ces temps-ci, j'avais besoin d'y retourner. Ça m'a tout simplement fait du bien de retourner dans cet univers, de revoir nos personnages, tout ça, c'était agréable. Et on va dire que les histoires, elles s'enchaînent calmement tout en nous permettant de continuer à découvrir Neo Venise, justement. Et à travers ce tome, un autre point que j'ai trouvé très intéressant, c'est en fait d'en apprendre davantage sur certains personnages secondaires. Alors on les voit dans les autres tomes, mais là c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment centrées sur eux. Et disons qu'avec tout ce qu'on apprend, j'ai même été surprise de me reconnaître plus particulièrement dans l'un de ces personnages secondaires, alors qu'au départ c'était pas le cas. Et vraiment, ouais, c'est vraiment... je me suis reconnue, et puis même des fois, c'est certaines situations qui sont mentionnées, j'ai réussi à me reconnaître un peu dans des situations qui m'arrivent dans la réalité, de me dire, ah ouais, vraiment, et ça m'a d'autant plus plu, j'ai envie de vous dire. Donc, on continue à suivre Akari qui poursuit son entraînement d'ondine, et on va la suivre au fil de ses entraînements et de ses aventures, également à Neo Venise. Et elle a la chance de pouvoir compter, déjà d'être bien entourée et de pouvoir compter sur ses amis qui lui apportent beaucoup de réconfort au quotidien. Un autre point intéressant dans ce tome, c'est que justement, on va approfondir la relation entre Akari et son mentor Alicia, donc la personne qui la forme pour devenir Ondine. Et il y a certaines histoires où on va voir justement qu'elles vont passer plus de moments ensemble et que les liens vont se resserrer. Et on va aussi en découvrir un peu plus sur Alicia, ce que j'ai trouvé très intéressant. Et je dirais que comme d'habitude, ce tome pour moi ça a été une vraie bouffée de fraîcheur en fait. J'avais l'impression d'être avec eux et de sentir le vent de Neo Venise, d'être au bord de l'eau ou sur l'eau. Vraiment, c'est incroyable cette bouffée d'air à chaque fois que j'ouvre ce manga. Et aussi, chaque fois, c'est tout en douceur. Comme je vous disais, c'est vraiment très calme. On suit les histoires, on se prend pas la tête. C'est agréable. Et aussi, comme d'habitude, on retrouve nos chers amis félins qui ont une place importante dans l'histoire. Car oui, effectivement, voilà, je crois que j'avais dit dans une vidéo, je ne vais pas me répéter pour ne pas vous spoiler, mais les chats, effectivement, ont une place importante là-dedans. Donc si vous aimez les chats, n'hésitez pas à lire pour découvrir la place qu'ils occupent sur Neo Venise. Et comme je vous disais, donc, les illustrations sont tout simplement un régal visuel. Je vais essayer de vous chercher juste certaines choses qui ne spoilent pas, ce serait bien. Mais voilà, juste je vous montre là le début. Vous voyez, c'est juste magnifique. Il y a des détails, c'est réaliste et voilà, c'est
c'est tout bonnement sublime. Pour moi, comme je vous dis, c'est un régal visuel, donc chaque fois que je vois ça, j'ai juste envie de... Voilà, je prends le temps, je m'arrête, et voilà, regardez, je m'arrête et j'observe tous les détails pendant plusieurs minutes, tellement c'est beau, tellement j'ai envie de rester plongée dans l'univers. Et en plus de ça, vous avez certaines planches en couleur. Alors après, je sais pas si je vais en trouver, mais là, vous avez... Oh là là. Vous voyez, c'est magnifique, vraiment. Moi, je me régale et je trouve que les dessins, voilà, amènent vraiment quelque chose avec ça. Ben voilà, là, vous avez une double page en couleur. Franchement, c'est magnifique, je me régale. Et voilà, donc si vous aimez tout ce qui est shonen, alors, moi, je connais pas trop ces termes de manga, mais je pense que c'est pour dire un peu cocooning, voilà. Je vous le recommande. Et comme je vous dis, si vous avez envie de passer un bon moment, sans prise de tête, juste en vous relaxant, et en suivant les aventures d'Akari et de ses amis, et ainsi que de nos amis félins, c'est la bonne idée, surtout que, comme je vous dis, vous avez des beaux dessins, et comme je vous dis, chaque tome, c'est vraiment une bouffée d'air frais, c'est vraiment... on oublie tous ses soucis, on vit avec eux, donc comment vous dire, ce manga, ça vaut le détour, et là, je sais que je suis au tome 5, il me reste 2 tomes avant de finir la saga, et disons que, déjà, juste là, de me dire, il me reste 2 tomes avant de la terminer, ça fait mal parce que je me dis qu'après, ben, cet univers-là, ben, ce sera terminé, et puis qu'à part le relire, eh bien, il n'y aura pas de nouveaux épisodes avec nos protagonistes. Donc voilà, j'ai envie de faire durer le plaisir au niveau de cette saga. Et voilà, mais je trouve que c'est une saga qui est idéale, comme je vous dis, pour lire quand ça va pas trop bien, ou quand vous avez des soucis, et que vous avez besoin de vous vider la tête. Lisez Aria the Masterpiece, franchement, c'est génial. Et comme je vous dis, vous oubliez tous vos soucis, vous êtes pris dans cet univers et vous suivez nos personnages et tout ce qui leur arrive et vous découvrez surtout Neo Venise. Et je peux vous dire qu'il y a des très belles choses à découvrir là-dedans. Et ma dernière lecture du mois, et ça a été aussi ma lecture pour le Synesthesia Book Challenge du mois d'avril. Il fallait un livre avec une couverture de couleur verte. Et j'ai donc décidé de lire L'héritage d'Arachné de Marine Kalada aux éditions Nouvelle Plume. Voilà, je montre la couverture, donc on voit très bien qu'on est dans une forêt et qu'on a aussi un fond de différentes teintes de vert. Et donc ce livre me faisait envie depuis que je me le suis procuré à la Bourse aux livres de Belfort l'année passée. Et disons que voilà, comme j'aime lire un livre de Marine Kalada par année, ça m'aura fait du coup ma lecture de Marine Kalada pour cette année. Donc ici, on est sur un récit totalement différent de ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant. On suit Emma, qui est une jeune danseuse de 19 ans. Elle vit seule avec son père depuis le décès de sa mère. Et disons que son père, il s'est réfugié dans le travail, c'est un scientifique. Des fois, on va dire que il fait des expériences qui ne sont pas très légales. Et un jour, Emma, elle fait un footing et elle va tomber sur un jeune homme inconscient qui... Tout ce qu'il porte en fait c'est un attrape-rêve et en fait son père va décider d'en faire son nouveau cobaye clandestin. Petit à petit, Emma elle va se lier d'amitié avec ce drôle de personnage, mais il y a beaucoup de mystères qui planent sur lui déjà. Disons qu'il a des yeux noirs avec des reflets rouges, une force herculienne, et aussi il ne parle qu'une langue du XIIe siècle. Donc voilà, vraiment beaucoup de mystères et donc on va découvrir ce qui va arriver à Emma et à ce mystérieux jeune homme. Donc ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis la note de 7 sur 10 et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord je dois vous prévenir, il y a différents avertissements pour cette lecture. Je crois que c'est le livre de Marine Kalada pour lequel j'en ai relevé le plus. Et c'est vrai qu'il vaut mieux être au courant de certaines, car pour vous dire, mais moi on va dire en général qu'il faut vraiment y aller pour que je sois mal à l'aise. Là j'ai quand même été plusieurs fois mal à l'aise vis-à-vis de certains sujets abordés. J'ai trouvé cette histoire prenante et en plus elle revisite le mythe d'Arachné, donc comme vous pouvez vous en douter, et j'ai trouvé que c'était bien fait car c'est réalisé avec des personnages bien construits et attachants. Et en plus, comme d'habitude pour les récits de cette autrice, on va dire la plume elle est vraiment fluide et addictive, on est pris dedans et on ne voit pas les pages passer. Au niveau de l'intrigue aussi, je l'ai trouvé assez varié parce qu'effectivement vous allez passer des moments avec des savants fous. Vous allez aussi avoir des scènes de survie dans les bois. Et il y aura aussi de la magie. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent dans ce livre. Et aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est d'en apprendre tout simplement plus sur notre mystérieux jeune homme au fil du récit. Savoir ses origines, les capacités qu'il a. Et en fait, tout simplement découvrir plus sur lui.
Et on va dire qu'étant donné tout ce qu'il arrive à nos personnages, ceux-ci vont tenter de se reconstruire gentiment après les traumatismes qu'ils ont subis. Et en plus, on a une romance qui se construit gentiment au fil de l'intrigue. Et aussi, je dirais que c'est une lecture qui est vraiment palpitante parce qu'au fur et à mesure, on a toujours différents rebondissements qui viennent s'ajouter et qui vont venir troubler la tranquillité que recherchent nos deux protagonistes. Pour ce qui est du dénouement final, je dois dire que je l'ai trouvé à la fois intéressant et émouvant. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça se termine de cette manière. Pourquoi j'ai enlevé quelques points? Alors tout d'abord, j'ai envie de vous dire que pour cette lecture, certains éléments m'ont paru vraiment prévisibles dès certains mots qui nous sont révélés dans l'histoire. Et après aussi, il faut tenir compte que c'est le premier roman de l'autrice, donc d'après les recherches que j'ai faites sur Livre Addict. Et c'est vrai que dans celui-ci, on va retrouver quelques maladresses qu'il n'y a pas dans les autres. Notamment, je pourrais te citer le manque d'éléments ou de détails lors de moments clés. Et je trouve que c'est dommage parce que ces moments qui sont très importants dans l'histoire, et bien en fait, ça va très vite. Et j'ai eu l'impression de manquer de détails à me mettre sous la dent. Et aussi, je dois dire que même si j'étais prise dans l'histoire et que j'avais envie de connaître la fin, il y a plusieurs fois, j'ai eu l'impression en fait que des pages en fait étaient juste ajoutées sans apporter vraiment d'autres éléments à l'intrigue principale. Notamment, je pense, Emma, on nous dit que c'est une passionnée de danse. Alors effectivement, il y a des petits moments, c'est qu'elle nous dit qu'elle va danser à son studio, mais il y a tout un passage en lien avec la danse. Je me suis dit, ah bah s'il est mis, c'est qu'il va peut-être se dépasser quelque chose à ce moment-là, ça va pas se passer comme prévu. Et finalement, non. Et en fait, comme ça apporte pas vraiment d'éléments supplémentaires à l'intrigue, je me disais, mais pourquoi nous avoir mis cette scène autant détaillée alors que d'autres scènes, justement, qui auraient mérité d'être plus détaillées, ne le sont pas. Vous voyez, c'est ça que j'ai trouvé, que effectivement là, ces pages-là, on aurait pu presque les raccourcir, j'ai envie de dire, et les servir pour détailler d'autres moments. Voilà ce que je trouve avec ce récit. Après, comme je vous dis, c'est voilà, des erreurs qu'on trouve dans ce premier livre, mais qu'après, dans les autres livres que j'ai lus, par contre, on n'y retrouve plus. Donc c'est vraiment là, on voit, c'est le premier roman, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, de voir l'évolution qu'il y a eu depuis ce roman au roman que j'ai lu. Par exemple, il y a Dulan, Cendre ou Rune. Et là, on va dire que ce que j'ai ressenti là, je ne l'ai pas du tout ressenti dans ces trois autres lectures. Mais comme ça m'a aussi permis de découvrir le premier roman de l'autrice et aussi de découvrir sa plume à ce moment-là. Donc, comment vous dire, c'est une lecture que j'ai trouvée vraiment intéressante et j'étais vraiment attirée par ce mythe d'Arachné qui a été revisité. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, surtout d'en apprendre plus sur ce jeune homme et savoir exactement ce qu'il est, d'où il vient et tous ces éléments. Je trouve que c'était vraiment très intéressant. L'histoire qui se construit avec Emma, je trouvais que c'était beau, c'était touchant. Et aussi, on va dire, les rebondissements qui arrivent, toutes ces choses-là, c'est aussi intéressant, on est pris dedans. C'est quand même un livre qui fait plus de 380 pages, et j'ai envie de dire, voilà, on est pris dedans, les pages défilent. Et donc, si vous aimez tout ce qui est fantastique, avec de la romance, et que vous avez envie d'avoir un élément fantastique plutôt atypique, je vous recommande cette lecture. En plus, comme je vous dis, c'est une plume qui est fluide, addictive, donc vraiment, on est pris dedans, on ne voit pas les pages passer, et ça vaut quand même le coup de la découvrir si vous aimez si vous souhaitez découvrir la plume de l'autrice. Alors peut-être commencer par celui-ci, comme je vous dis, vu que c'est son premier, comme ça vous ferez une idée de ce qu'elle a pu créer à ses débuts, et après enchaîner avec les autres, parce que comme je vous dis, les autres, après, on voit l'évolution, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Mais si vous voulez découvrir Marine Kellada, pareil, même j'ai apprécié tous ces autres romans que j'ai lus jusqu'à présent, et celui-ci, pareil, je l'ai apprécié, même si je l'ai un peu moins bien noté à cause des petites maladresses qu'il y a à l'intérieur, mais ça reste une très bonne lecture, et qui mérite le coup d'être découvert. Et voilà, j'arrive au bout de ce point lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu de votre côté, si vous avez eu des bonnes lectures, des coups de cœur, voire même des déceptions. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, est-ce que vous en avez pensé vous de votre côté. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour mettre un commentaire, vous pouvez me laisser un emoji. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors pour le livre Titanic, vous pouvez me mettre un bateau. Pour Aria the Masterpiece, vous pouvez me mettre un chat, tout simplement. Et pour
impitoyable serment. Donc vous pouvez me mettre une lettre, voilà, tout simplement. Et comme d'habitude, vous pouvez aussi me mettre l'emoji avec 3 livres empilés pour faire référence au point lecture. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!